Bonjour chers louloutes et chers loulous. Aujourd'hui nous allons parler des frères Sisters, mais juste avant je vais vous parler de la façon dont je choisis mes films. Je trouve qu'il est très important de parler des très bons films comme des moyens et des mauvais, car comme je le disais dans ma première vidéo, ce sont tous ces films-là qui composent le cinéma, qui est un art difficile. Un art quoi. Le mois dernier, je vous avais parlé de Scarface, qui est un très grand film. Ensuite, je vous avais parlé d'un film moyen, ou d'un film qui aurait pu être mieux, Jurassic World 2 Fallen Kingdom, et ensuite, je vous ai parlé d'un mauvais film, comme ce fut le cas avec Die Hard 5. Alors non, Les Frères Sisters n'est absolument pas un film moyen, c'est un très grand film, mais le récit aurait pu être encore plus dur, plus fort, en l'écrivant avec un ton humoristique inférieur. Car sur quelques séquences, on a l'impression que ce n'est plus un western avec une histoire dramatique à finalité heureuse, mais plus une comédie. Et c'est un peu gênant, car quand on voit les moments drôles s'accumuler, car il faut le dire, John C. Reilly et Joaquin Phoenix sont des putains d'acteurs qui savent jouer la comédie, en étant brillamment dirigés par Monsieur Audiard, on a un peu plus de mal à replonger dans ce récit tout de même dur. Les Frères Sisters est un film sorti en 2018, coécrit par Thomas Biguin, mais aussi et surtout écrit et réalisé par Jacques Audiard, ce monsieur à qui l'on doit en tant que réalisateur et scénariste Sur mes lèvres en 2001, De battre mon cœur s'est arrêté en 2005, Un prophète en 2009 et De rouillé d'eau en 2012. J'en oublie. La musique est composée par le grand Alexandre Desplat et la lumière par Benoît Deby. On débute ici avec une fusillade, une façon de présenter les personnages et leur histoire, de quoi elle est constituée. Et nous avons ici déjà beaucoup d'intentions de mise en scène avec une séquence qui se passe dans le noir, des voix et la lumière des coups de feu. Nous sommes dans un premier temps dans le noir complet, et nous voyons en petit les coups de feu. Puis Jacques Audiard décide entre deux coups de feu, dans le noir, de nous rapprocher de la situation avec un raccord dans l'axe. Comme si nous étions perdus dans le désert en pleine nuit et que nous décidions de nous rapprocher d'une situation dangereuse envers laquelle nous éprouvons de la curiosité. C'est très habile car nous nous servons de la lumière pour présenter la situation et les personnages. Puis, de ce profond sombre pour utiliser un outil de mise en scène qui souligne l'intérêt, le raccord dans l'axe. Il nous emmène vers leur histoire. Et donc une nouvelle belle intention de mise en scène pour nous dire ce qui va nous être proposé comme type de récit. Ce qui est intéressant ici est qu'on tourne dans un environnement très sombre. J'aime beaucoup ça, d'essayer de retranscrire la nuit telle que les personnages la voient, pas telle qu'on peut la tricher pour le spectateur. Ça donne une portée réaliste. Ça me fait penser à cette incroyable lumière de Jack and Green dans Impitoyable où on avait vraiment l'ultime conviction d'être inscrit dans le récit avec cet éclairage à l'apparence ultra naturelle. Juste après, on entend l'un des deux personnages principaux dire « merde, il s'enfuit » sur un ton très calme, ce qui nous donne l'information de l'accoutumance à ses actions, ce qui justifie encore plus la volonté du montage de nous couper la fusillade. L'autre information se situe sur une direction artistique d'acteur Joaquin Phoenix lorsqu'il s'approche d'un homme blessé au sol, bougeant peu et qui l'abat sans aucune émotion particulière. Ce sont des hommes sans pitié. La volonté de l'éclaircissement à la bougie et à la lanterne parle de la description et de la composition des personnages. John C. Reilly, ou Ellie, tient une lanterne et donc sa flamme a une protection, alors que Joaquin Phoenix, ou Charlie, tient une bougie et donc sa flamme est à l'air libre. Et cela nous dit plusieurs choses. Il est lui-même une flamme, et donc un être brûlant aux côtés duquel il est difficile de rester et auprès duquel il est facile de se brûler. Ellie, quant à lui, possède un vitrage, une protection, et donc on ne se brûle que si on brise cette protection, si on s'attaque à sa défense. Nous avons donc Joaquin Phoenix avec une couche et John C. Reilly avec deux couches, ce qui se justifie avec le temps et l'évolution du récit puisque Reilly sera plus empathique que Joaquin Phoenix. Même s'ils partagent tout de même tous les deux cette impitoyable méchanceté lorsque cela touche à leur survie. Le fait intéressant avec cette capture est que Charlie tient la bougie main droite, alors que c'est avec cette main qu'il est le plus habile pour tirer, comme il le dira vers la fin du film. Ici, ce n'est pas une erreur mais une information, car son appétit lucratif lui coûtera son bras droit qui sera brûlé au mercure, ce qui peut être associé au feu sans protection ici. Un départ tout à fait brillant, vous en conviendrez. Ensuite, nous voyons cette image à la fois extraordinaire, belle et cruelle. Alors quand je dis belle, c'est pour la qualité de la lumière, je ne suis pas pour faire souffrir les animaux ni personne. Quand on s'intéresse à la signification du cheval, on comprend qu'il représente l'appétit pour la vie. Mais cet appétit est en train de brûler et donc la route vers cette liberté sera très difficile. Ici, c'est bien Ellie qui a le pouvoir de changer cette situation puisque vous le comprendrez tout au long du récit que c'est lui qui souhaite faire abandonner à son frère toutes ses activités violentes pour se consacrer à une vie paisible. Et ouais, c'est ça qu'on peut se dire dans le cinéma quand on voit un cheval en feu qui galope. Et donc, nous comprenons encore plus la position d'Ellie, puisque c'est lui qui vient sauver les chevaux et non Charlie. Et donc c'est lui le plus empathique qui va se battre
pour la recherche de cette vie paisible, cet appétit de la vie. Puis ils avancent vers la caméra et derrière eux une maison en feu. Donc ils laissent les endroits en feu après leur passage tout en riant. Ils sont le danger. Et oui, j'ai fait une seule prise pour dire ça. Balèze le mec, hein. Toute l'expérience que j'ai acquise au fil du temps, mais je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Sur ce plan, on nous parle de la puissance du Commodore. Il y a le soleil, la terre, puis ce gigantesque C du Commodore qui lui donne beaucoup d'importance. Au centre, une ancre est le symbole de l'espérance, la fermeté dans la loi et donc l'autorité, la conscience, la pauvreté, les tribulations et le salut, donc la mort. En fait, ce dernier symbolise beaucoup de choses, et ici nous pourrions dire tout. Les frères Sisters sont pourchassés par les hommes envoyés par le Commodore durant tout le film et ils vont devoir se défendre face à cette puissance. En un plan, nous comprenons qu'il est fort. Sur ce plan, nous avons Ellie en bas à cheval et en haut le Commodore et derrière lui Charlie. Et ce plan trouvera sa réponse vers la fin du film lorsque Charlie fera comprendre à Ellie qu'il convoite la place du Commodore, ce qui justifie le positionnement des personnages. Juste après, ils se retrouvent face à une entrée de maison, sur les roues, et donc leur maison c'est à la fois eux-mêmes, en constant déplacement, mais cela peut aussi parler de leur chez eux, où leur mère les attend, ce qu'on apprend plus tard dans le récit, et cette maison se déplace à droite du plan tandis qu'eux se dirigent vers la gauche et donc en sens contraire, ils s'éloignent de leur chez eux. Mais la direction gauche correspond aussi au passé, ce qui va nous aider tout au long du récit à comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, et ils vont se rapprocher de leur passé à mesure qu'ils se rapprochent de leur futur. Je suis un putain de poète. Ici, nous les voyons se diriger vers la droite du plan, en direction d'un nuage assez sombre, et donc un futur qui le sera aussi. Sur la séquence suivante, près du feu, plein de choses intéressantes nous sont présentées. La première, Ellie reprenant Charlie qui vient d'utiliser le mot persécuté à propos du Commodore, raison pour laquelle ce dernier fait appel aux frères Sisters, et donc Ellie verrait la situation d'une autre façon. Que ce serait peut-être le Commodore qui serait un persécuteur en organisant le vol des connaissances de Herman Kermit Warm, interprété par Riz Ahmed, jouant un scientifique à la vision idéaliste et pacifique. La seconde, Charlie, qui pense qu'Ellie serait jaloux de ce poste de chef de cette opération. Charlie visualise alors en premier lieu le pouvoir. La troisième, Ellie a un passé quelconque lié à une étole et son odeur, donc certainement à une femme, en conservant ce bout de tissu avec de la douceur près de lui chaque nuit. Tu te souviens comment étaient papa et maman ? Ça fait réfléchir. Et nous comprenons que ce qui a bouleversé la vie d'Ellie, c'est ce passé difficile, qui a changé sa façon de voir les choses et l'a donc construit aussi durement. Et puis, en parlant de l'alcool, Ellie dit « on a ça dans notre sang, c'est pour ça qu'on est bon dans ce qu'on fait ». Et donc, d'une certaine manière, leur père leur a légué le pouvoir de survivre, mais pas de vivre. On nous présente John Morris interprété par Jake Gyllenhaal. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il est seul, comme les frères Sisters, qui sont les moins honorables, les plus mal intentionnés. Mais Herman, lui, vit en société. Et sur le plan suivant, on le voit énergique à aider à construire le mur d'une maison, c'est sa raison d'être. L'entraide, la construction d'un foyer. John Morris est un détective privé tenant un journal descriptif, analytique et à la fois intime. Il ressemble à un journaliste, un homme qui se pose éternellement des questions et qui plus tard dans l'histoire, nous le découvrirons, est lui aussi empathique avec un cœur. Ellie demande ce qu'est une brosse à dents et on lui dit que cela aide les dents à durer plus longtemps et à rester en meilleure santé. Donc Ellie souhaite prendre soin de lui et a donc un objectif positif lié à son corps, une protection mais aussi une belle image. Alors que Charlie n'en prend pas, ce qui correspond un peu à de la négligence. Sur le plan suivant, on le voit se positionner debout en contemplant cette vie sociale devant lui et curieux qu'il est, il va se socialiser en goûtant une soupe et en la mangeant à table avec d'autres personnes, mais ici on le voit à nouveau seul dans cette démarche. En contrepartie, son frère, bourré, tire à volonté et sans précision dans un bar faisant fuir toutes les personnes présentes. On a donc deux personnages liés familialement tout en ayant une conception spirituelle différente. Ici encore, la couleur des costumes des personnages est saisissante, avec Charlie portant un haut rouge, couvert par une veste noire et un pantalon de la même couleur. Alors qu'Ellie possède uniquement un foulard rouge, le reste de son costume étant plus coloré, ce qui correspond à l'état des personnages. Ici, nous voyons John Morris jouer à l'équilibriste sur sa trajectoire, ce qui nous parle bien sûr du personnage et de sa ligne de conduite très mince face à l'immensité de la boue. Il est proche de mettre le pied dans la boue, ce qu'on pourrait appeler ici mettre le pied dans la merde, ce qui pourra se justifier avec son choix difficile d'aider Herman,
qui va lui faire regagner le droit chemin grâce à la paix et la gentillesse, ce qui causera leur recherche à eux deux par les frères Sisters. C'est à 17 minutes et 15 secondes que l'on se rend compte qu'il n'est pas un simple détective mais aussi un observateur de la vie. Il aime l'étudier tel un scientifique humain, ce qui le rapproche très simplement d'Herman.